Oui, je m'appelle Abouakar Sissoko. Je suis le Chief Operating Officer de Fongad Invest. Mon background, j'habite aux États-Unis, à Chicago. Euh, je suis parti, euh, je suis sorti du Sénégal depuis 1984, donc pratiquement j'ai vécu à l'étranger pour une bonne partie de ma vie. Donc je suis allé au lycée en Grande-Bretagne et plus tard je suis parti aux États-Unis pour faire mes études supérieures. Pouvez-vous nous faire l'économie de la rencontre d'aujourd'hui? Je pense que ça a été quand même une rencontre satisfaisante pour moi, dans le sens que c'était une étape importante. C'était une étape quand même qui est nécessaire pour la vie de notre jeune organisation, parce que selon nos textes, selon nos statuts, il faut organiser une assemblée générale chaque 5 ans. Bon, d'abord, c'était 3 ans, mais avec Covid, nous avons senti le besoin de rallonger ça en 5 ans. Donc, depuis 2017, depuis la formation de notre entreprise, nous n'avons pas encore organisé une assemblée générale. Donc, après Covid, nous sommes résolus donc d'organiser cette assemblée générale. Donc, dans ce sens, puisque c'est nécessaire comme étape pour la survie de notre organisation, pour moi, c'est dans ce sens-là que j'analyse les choses. Donc, c'est quand même une très bonne chose de pouvoir juridiquement exister parce qu'il est nécessaire. Donc, je trouve que ça a été une journée réussie dans ce sens-là. Pouvez-vous revenir sur l'histoire du Fongad, comment et quand il est né? C'est une très bonne question. Et je pense que dépendant de comment les gens sont venus dans le Fongad, on peut tracer l'origine de Fongad sur plusieurs passés, si vous voulez. On peut tracer l'origine de Fongad à partir du vécu même du fondateur, qui est Madani Ndiaye, qui, quand on pose cette question, il retrace le passé de Fongad, donc l'origine de Fongad, des années bien avant la constitution juridique même de l'entreprise. Pour moi, ça peut être un peu compliqué parce que des mouvements, il y a toujours un pionnier. C'est important. Mais il est important pour une organisation comme Fongad de vraiment retracer son passé à partir d'une existence juridique qui, en 2017, quand nous avons créé une organisation des Sénégalais de la diaspora pour pouvoir mobiliser leurs moyens financiers et leurs compétences pour les mettre au service du développement pour le Sénégal. Donc, si on retrace à partir de ce point spécifique, on peut dire que le Fongad commence à exister en 2017, quand nous avions eu à la déclarer dans 2 pays différents. D'abord au Sénégal comme une SA, une société anonyme, et aux États-Unis comme une Limited Liability Company. Donc, cela a été important de voir quelle forme juridique nous voulons donner à notre entreprise, parce que le mode importe dans le sens de comment mobiliser les Sénégalais de la diaspora. Une LLC américaine vient sous différentes formes. Parce que ça veut dire que les membres fondateurs, si c'est une forme simple, ça veut dire que les membres fondateurs ne peuvent qu'être des États-Unis, des Américains. Donc il fallait créer une LLC internationale qui peut tirer tout le monde, bien que n'étant pas des Américains, pour qu'ils puissent investir, si vous voulez, dans une structure américaine. Dans ce format-là, c'est ce qu'on appelle la LLC américaine. Ça a été important, parce que c'était seulement comme ça qu'on pouvait rassembler tout le monde. Donc pour moi, il ne s'agit pas seulement d'une vision, mais c'est aussi d'un mécanisme. En réalité, le comment. Pour moi, la vision, d'autres l'ont eue, mais c'était surtout la solution, la forme qu'il fallait donner à notre organisation pour qu'elle devienne une réalité. Donc pour moi, je la retrace en 2017 avec la déclaration de notre société comme société anonyme au Sénégal et comme LLC, mais qui pouvait quand même, dans ce sens-là, engager, tirer, encourager les Sénégalais de la diaspora à investir pour le développement de leur pays. Quelles sont les contraintes et les difficultés rencontrées et quelles en sont les leçons apprises?
Il y en a beaucoup et je les trace par rapport aux chaînes de valeur. Dans la mobilisation des fonds, j'en ai déjà souligné quelques. C'était quelle structure faut donner pour juridiquement pouvoir mobiliser les fonds. On ne peut pas être un Américain et mobiliser, par exemple, des fonds au Sénégal et vice-versa. Il y a des règles à suivre. Dans le cas des États-Unis, il fallait créer cette LLC qui encourageait les ressortissants du Canada, de l'Europe pour pouvoir investir. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait maintenant voir comment exister aux États-Unis et au Sénégal et faire la même chose. Donc comment nous allons faire appel à l'épargne publique. Il y a des lois d'Ohara qui nous imposent comment faire pour faire appel à l'épargne publique. Donc il y a ce format juridique que nous devions régler qui n'a pas été facile. Ensuite, il y a bien sûr, maintenant que cela est, il faut convaincre les gens. Il faut voir comment maintenant tirer les gens à croire à ce que nous croyons. Et cela n'est pas facile parce que quand on parle de l'investissement de la diaspora et surtout de la compréhension de la diaspora par rapport à investir dans leur pays, les intérêts ne sont pas les mêmes. Les désirs ne sont pas les mêmes. Ou bien les motifs ne sont pas les mêmes. Il y en a qui veulent vraiment contribuer au développement de leur pays et qui ne s'attendent pas à un retour sur l'investissement personnel. Parce que quelque part, ils ont quand même une vie assez accomplie financièrement, donc ils n'ont pas ce besoin pressant d'investir et d'avoir un retour personnel. Ils savent que ça va prendre du temps, donc ce sont des gens qui font des sacrifices pour leur pays. Et je pense que ça, c'est la minorité. Une grande partie, qu'on le veuille ou non, c'est ça la vérité. Ce qui pousse souvent à l'émigration, ce sont des besoins, des gens qui ont des besoins. Et une grande partie donc, partent à l'étranger pour satisfaire des besoins et aider leur famille à rester au pays. Donc convaincre cette population, cette masse, à venir, à oublier tout ça et prendre leur propre fonds, argent, gagner à la sueur de leurs fonds et donner ça à des personnes qu'ils ne connaissent pas pour fructifier leur retour sur l'investissement, c'est pas facile. Donc il y en a beaucoup qui ne croient pas en ça. Donc les idéaux ne sont pas tous les mêmes, les motifs ne sont pas tous les mêmes. Donc ça crée une difficulté. Bien sûr, en aval de la chaîne, il y a maintenant l'investissement sur les projets. Une fois que vous avez amassé toute cette fortune, comment maintenant sécuriser ces fonds-là? Est-ce que ce sont des fonds de garantie ou bien est-ce que ce sont des fonds d'investissement? Donc, fonds de garantie des projets. Donc, il y a l'espoir d'avoir d'autres partenaires financiers comme les banques, etc., pour augmenter le volume d'investissement. Et il y a moins de risques. Si bien sûr, il y a des collatéraux, les projets sont bien choisis. Le fonds pour l'investissement, c'est différent. C'est des fonds propres. Et si jamais vous n'arrivez pas à bien investir, vous pouvez perdre. Et ce sera la fin de la vie de votre organisation. Vous voyez. Donc, les choix stratégiques sur les projets et bien sûr, dans la réalité, les ressources humaines au pays. Malheureusement, les gens nous voient souvent comme des gens qui sont riches, ils viennent, qui ne comprennent rien. Donc, on va prendre leur argent, on va leur faire croire à des choses et ensuite on va faire ce qu'on veut avec leur argent. Nous tromper, si vous voulez, avec nos investissements. Donc, il y a ce problème réel qui existe. C'est pourquoi beaucoup de monde dans la diaspora sont découragés par rapport à investir au pays parce qu'il y a un problème de confiance. Nous en avons vécu, mais pour moi, c'est là où la force d'une multinationale, d'une organisation vient. Même les pays d'où nous venons, comme les États-Unis, ce n'est pas parce que moralement ils sont meilleurs que nous, mais ils ont mis en place des systèmes de contrôle pour faire des alertes quand il y a des problèmes comme ça et de rectifier ça, de faire de telle façon qu'il n'y a pas une possibilité d'arnaquer, si vous voulez. Donc ça c'est réel. Donc le FONGAD en tant qu'entreprise, nous avons beaucoup misé et investi sur des systèmes de contrôle qui peuvent nous aider à sécuriser nos investissements. Et bien sûr, naturellement, le choix des projets, l'accompagnement de l'État. L'État est fort dans nos pays. Et nous venons d'un paradigme d'un État juste. C'est-à-dire d'un État qui est là, qui crée l'environnement
pour les affaires. Alors que dans nos États, il faut le dire, il faut avoir, l'État a tendance à faire parti pris. Si vous êtes ami avec l'État en tant qu'entreprise, ça vous présente beaucoup plus de facilité. Voyez. Alors que nous venons d'un paradigme où nous ne demandons pas ça. Tout ce que nous demandons, c'est vraiment ce qu'on appelle un level playing field. Donc, donnez-nous la chance, créez l'environnement, nous venons investir. Étant à l'extérieur, et ensuite, bien sûr, il y a aussi l'alignement des politiques. Donc, tout ça peut avoir un effet quand même qui peut, comme ne pas être bon pour en tout cas nos initiatives. Voilà, donc il y en a peut-être d'autres, mais ce sont les plus grands à mon avis. Tout à l'heure, on a assisté à un vote des membres du conseil d'administration. Pouvez-vous revenir encore? C'est une très bonne question, Maïmouna. Vous savez, quand on parle d'une LLC ou bien d'une organisation américaine dirigée par un conseil d'administration où l'appel à l'investissement est ouvert, vous êtes forcément dans un processus démocratique parce que vous avez des textes et les textes ont tendance à être démocratiques. Ce n'est pas un groupe de personnes qui vient investir et ce groupe-là est fermé. Ce groupe est un groupe ouvert. N'importe qui peut venir tant qu'il remplisse les critères d'un Sénégalais de l'extérieur, il a fait son background check, il doit investir. Et il y a aussi le processus, les étapes d'une entreprise. Au début, nous sommes des investisseurs, nous créons un conseil d'administration, un comité exécutif pour gérer nos projets. Mais il y a aussi l'étape de l'entreprise. À quelle étape l'entreprise est? Il y a l'étape de l'appel à l'épargne publique. Une entreprise qui est dans une étape d'appel à l'épargne publique n'est pas la même chose qu'une entreprise qui est fondée par des investisseurs qui investissent. Donc, et qui est un groupe, bien que ce soit un groupe ouvert, mais quand même qui ne sont pas ouverts à l'épargne publique. Donc, il y a un processus. Donc, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et donc, dans nos bylaws, dans nos textes, basés sur les textes américains, donc, nous devons organiser une assemblée générale pour reconstituer le bureau pour une période bien donnée. Actuellement, au début, c'était 3 ans. Nous l'avons prolongé en 5 ans. Et ces 5 ans, c'était en 2022, donc cette année. Donc, il nous fallait organiser une assemblée générale pour reconstituer le bureau et faire des amendements aussi pour parfaire, si vous voulez, nos textes. Comme vous le savez, la constitution, les textes d'une organisation ne sont jamais parfaits. Donc, ce sont des amendements qui les améliorent. Le conseil d'administration peut le faire, mais l'Assemblée générale offre une opportunité à tous les membres de pouvoir proposer des amendements, revoir ces amendements et les voter. Maintenant, la diaspora sénégalaise, tout à l'heure, vous avez entendu Victor Ndiaye du CIS, le vice-président du Club des investisseurs, souligner le problème de manque de solidarité parmi les Sénégalais. Donc des tiraillements qui existent souvent parmi nous. Et ce tiraillement, malheureusement, crée beaucoup de divergences et peut même freiner la vie d'une organisation. Donc, c'est ce qui nous a incité à vraiment avoir un processus de vote transparent pour justement éliminer ce genre de problème. Le système Surveyman qu'on a utilisé, il a des algorithmes derrière qui peuvent en 5 minutes faire la synthèse de tout ça et donner les résultats. Mais vous avez vu comment nous avons procédé. On a éliminé les algorithmes pour justement regarder le output, regarder exactement ce qu'il y a et expliquer aux gens le processus pour que les gens voient la transparence, le traitement des données derrière et le comptage des votes. Donc c'était extrêmement important pour nous, pour que les gens voient, si vous voulez, et cette transparence par rapport au vote. D'accord. Après cette assemblée générale, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le retour au normal. Retour à l'objectif qui est de monter des projets, de lever des fonds et de créer de l'emploi, etc. Mais le faire avec une équipe qui a été choisie en bonne et due forme selon la légalité
de nos textes, donc qui est reconnu et que les gens aient la confiance que nous avons vraiment mené un processus de vote transparent et accepté par tout le groupe. On vous remercie. Merci beaucoup, Maïmena.